Adapter du théâtre au cinéma est un exercice plus complexe qu'il n'y paraît. Souvent, on arrive à un résultat proche de ce qu'on appelle du théâtre filmé. Les plans sont fonctionnels, ne servant qu'à suivre des personnages évoluant dans un décor. Ainsi, la seule chose que change le cinéma par rapport au théâtre est la direction du regard du spectateur, là où au théâtre, ce même spectateur est libre de regarder où bon lui semble. Le théâtre filmé est donc très pauvre cinématographiquement, car soumis à l'art théâtral, c'est-à-dire les performances de comédiens au centre de tout le reste. A l'inverse, d'autres films s'éloignent complètement de leur médium d'origine et offrent de purs films de cinéma. Au milieu de tout ça, concilier théâtre et pur cinéma paraît impossible. Et pourtant, aujourd'hui, on va analyser un film qui arrive avec brio à respecter ses origines théâtrales tout en ayant une excellente mise en scène cinématographique, Tragedy of Macbeth, réalisé par Joel Cohen et sorti en 2021. Qu'on se le dise tout de suite, je ne suis pas un fanzous des frères Cohen. S'il y a un réalisateur dont je ne sais pas quoi penser, c'est bien Joel Cohen. Parfois, face à ses films, je suis convaincu de son génie, et parfois je reste perplexe, tentant de comprendre d'où peut bien venir la forte popularité qu'ont certains de ses longs métrages. Et parfois je me situe un peu au milieu. Et c'est le cas pour Macbeth, son dernier long métrage en date, qu'il a réalisé seul sans son frère Ethan. C'est d'ailleurs le premier film de Joel Cohen sur lequel Ethan ne travaille pas, ni à la production, ni au scénario, ni au montage. Faisant une énième adaptation de l'immense pièce de Shakespeare, le réalisateur a voulu se démarquer de ses prédécesseurs en sortant une œuvre radicale. En effet, il ne change presque rien au texte de la pièce et préfère se concentrer beaucoup plus sur le visuel. Dans cette vidéo, contrairement à notre habitude, nous n'analyserons donc pas le scénario ni le fond du film, mais uniquement le travail d'adaptation du théâtre au cinéma, la réalisation, le travail d'ambiance et la photographie de Bruno Delbonnel. Vous pouvez donc regarder cette vidéo sans avoir vu le film. Je vous souhaite un bon visionnage. Il peut arriver qu'une pièce de théâtre n'ait pas un budget assez conséquent pour avoir des décors hyper réalistes ou grandioses, notamment en Europe. Les metteurs en scène optent donc pour une esthétique d'épure. De cette épure ressort une sorte d'artificialité que les pièces de théâtre ne cherchent pas à masquer. Le spectateur reste conscient de regarder une pièce de théâtre et que tout ce qu'il voit est factice. Mais quand la pièce est bonne, ça fonctionne quand même, on y croit. Au cinéma, au contraire, on peut se permettre d'avoir des décors très réalistes. On peut faire croire au spectateur que le monde qu'il voit est réel, palpable. Mais Joel Cohen, pour son Macbeth, reste fidèle à l'esprit du théâtre en optant pour une esthétique épurée et volontairement artificielle, avec ses décors rappelant le théâtre Kammerspiel de Max Reinhardt. Des lignes, des formes géométriques simples, suffisent à faire exister un mur ou une arche. Tragedy of Macbeth est un film emblématique de la carrière du chef opérateur Bruno Delbonnel, qui lui a offert sa 6ème nomination à l'Oscar de la meilleure photographie. Le réalisateur a voulu contrebalancer la complexité du texte de Shakespeare avec une image très épurée, sans ornementation. Bruno Delbonnel, pour décrire les images de son film, évoque les haïkus japonais, des poèmes simples où la réalité est décrite en 3 vers seulement. De cette volonté d'épure découlent donc de nombreux choix à l'image. Le ratio 1:37 permet de mettre en valeur les personnages sur les nombreux plans rapprochés, sans qu'il y ait du vide ou des fioritures sur les côtés. Bien que le film ait été tourné en couleur pour laisser plus de possibilités à l'étalonnage, le noir et blanc a rapidement été envisagé pour éviter de distraire le spectateur avec des couleurs. Les décors sont réduits au strict minimum, il n'y a aucun chandelier ni aucune source de lumière visible dans le cadre, etc. Tout est minimisé pour laisser le texte au premier plan, comme au théâtre. Mais paradoxalement, la singularité de l'image la rend très intéressante, en tout cas bien plus que du théâtre filmé. L'épure donne au film une esthétique très millimétrée et contrôlée, qui a pu être obtenue grâce au tournage uniquement en studio. Tout cela crée une ambiance très artificielle à l'image. L'équipe du film joue avec cette artificialité et l'assume pleinement. Le cadre a des bords légèrement arrondis, de même que les acteurs et les décors sont théâtraux. Delbonnel pourrait masquer l'artificialité des décors avec un tournage pellicule à fort grain, mais il préfère tourner son film avec une caméra numérique, permettant une netteté très précise, qui met bien en évidence le côté fabriqué de ces décors de studio. Mais cette artificialité esthétique n'est pas que superficielle, elle est prise en compte dans la réalisation. Le film s'ouvre sur un bruit de projecteur qui s'allume, donnant sur un écran blanc. Cet écran blanc se fond en une contre-plongée, donnant sur un ciel nuageux et brumeux. Lui-même se fondant en une plongée zénithale sur un sol ensablé et brumeux.
L'oiseau que l'on avait volé dans le ciel est devenu une ombre au sol. D'office, le spectateur perd ses repères et sait que rien de ce qu'il voit n'est réel. Il regarde un conte, une fiction. Tout ce qu'il voit n'est composé que d'ombre et de lumière projetée. À la toute fin du film, les corbeaux s'envolent et la caméra va regarder frontalement le soleil. Cette lumière qui est projetée sur nous s'éteint avec un bruit de projecteur qui s'arrête. La fiction est terminée. Cela dit, l'artificialité ne doit pas toujours être aussi forte, sinon le spectateur perdra le fil de l'histoire, déconcentré par toutes ces belles images abstraites. Joel Cohen l'a bien compris. Ainsi, lorsqu'il veut mettre le texte, le scénario, l'histoire au premier plan, le réalisateur fait de nombreux gros plans qui font disparaître tout ce qu'il y a autour des acteurs. Au théâtre, l'attention du spectateur portée aux acteurs suffit à faire oublier le décor abstrait et factice. Mais ceci ne fonctionne pas au cinéma. Donc si on ne veut pas que le spectateur se concentre sur quelque chose, on ne le met pas à l'image. C'est pourquoi dans Tragedy of Macbeth, il y a beaucoup de gros plans. Puis, une fois chaque scène terminée, pour faire la transition avec la séquence suivante, le réalisateur ne se contente pas de simples cuts, mais lit la plupart des scènes avec, par exemple, des fondus, des volets naturels ou des panoramiques. Ceci rappelle au théâtre ces transitions entre les scènes où le décor change parfois sous nos yeux, avec l'histoire qui continue de manière fluide, sans coupe. Macbeth est une pièce se déroulant dans un monde médiéval fantastique, avec des sorcières et des visions fantomatiques. Joel Cohen est parti sur une esthétique d'abstraction, ce qui permet de recréer l'ambiance irréelle et onirique de la pièce, tout en gardant une caméra majoritairement fixe, avec des travelling mesurés. Pour l'image de Tragedy of Macbeth, Joel Cohen et Bruno Delbonnel ont été grandement inspirés par Le Septième Sceau, La Passion de Jeanne d'Arc et L'Aurore, petite comparaison à l'appui. Le film a aussi un esprit très expressionniste, avec la lumière et les décors qui changent de manière à donner du sens et révéler l'intériorité des personnages. Commençons par analyser la lumière qui nous plonge dans un univers subconscient, le meilleur moyen selon le réalisateur de coller à l'onirisme de la pièce. Presque aucune lumière n'est réaliste ou vraisemblable. Il y a même des faux raccords lumière car on change à chaque fois de lumière selon l'action et le sens de la scène. Pour illustrer cela, nous pouvons analyser en exemple une scène clé du film et de la pièce originale, le monologue de Macbeth à sa dague. Dans cette séquence, Macbeth, joué par Denzel Washington, observe une porte à l'autre bout d'un couloir. À sa gauche, de la lumière arrive et dessine parfaitement au sol l'ombre des voûtes qui tiennent le bâtiment. Ces ombres sont trop parfaites, ont exactement la même taille et la façon dont elles sont dessinées sur le sol est impossible, car depuis aucun angle, une lumière réelle ne peut les tracer ainsi sur le sol. Bruno Delbonnel a avoué dans une interview pour l'AFC que les projecteurs qui ont été utilisés sur cette séquence et sur bien d'autres sont des projecteurs faits pour de la scène, qui ont une lumière dure très puissante. Ils sont normalement utilisés pour des concerts et justement du théâtre. L'ombre des voûtes a été recréée artificiellement avec des gobos qui en ont la forme. Pour rappel, des gobos c'est un peu comme des pochoirs de lumière, on en trouve souvent dans des jouets pour enfants comme ceux-ci. Si l'on observe très attentivement, on peut distinguer très légèrement la réelle ombre des poteaux qui tiennent les voûtes, en un peu plus foncé, de l'ombre plus claire produite par les gobos. On voit donc que la lumière ne dessine pas du tout naturellement ce motif de voûte au sol. En principe, ça devrait donner quelque chose comme ça. Cette partie dans l'ombre, cette partie dans la lumière. Dans cette même séquence, il y a des gros plans sur les pieds de Denzel Washington. Si l'on observe le sol, on voit que la lumière ne devrait pas arriver au-dessus des genoux de l'acteur. Donc le haut de son corps devrait, vraisemblablement, rester dans l'ombre. Or, les gros plans sur le visage de l'acteur varient entre ombre et lumière, suivant le personnage qui avance et passe devant les voûtes une par une. Nous voyons donc bien ici que le réalisme, la vraisemblance et la cohérence de la lumière sont trois notions qui n'intéressent pas Bruno Delbonnel et Joel Cohen, mais plutôt l'esthétisme et le sens. On le voit ici, c'est esthétique, c'est super beau, et ça a du sens. Dans cette scène, le personnage oscille entre ombre et lumière, il bascule entre le bien et le mal. C'est le moment de son passage à l'acte. Il était innocent et à ce moment précis devient coupable du meurtre du roi. La lumière, d'autant plus en noir et blanc, peut avoir un sens, là où la couleur le permet moins. Bruno Delbonnel travaille dans ce film avec des lumières très dures, excepté pour les scènes avec brouillard, ce qui permet de marquer le plus possible les ombres. Avec le placement du cadre et des personnages dans celui-ci, les ombres mettent en valeur la géométrie très précise des décors,
par exemple en convergeant vers le coin des pièces. Ce procédé donne l'impression que l'on est plongé dans un monde qui a deux couches d'existence, entre l'ombre et le palpable. L'ombre révèle une réalité seconde, cachée. Ainsi, dans cette même direction expressionniste, les décors sont, comme la lumière, très parlants. Par exemple, sous le règne du roi Duncan, le château a une architecture très carrée et les voûtes sont parfaitement arrondies. Lorsque Macbeth prendra sa place, les voûtes se termineront en pointe, évoquant le motif de la dague avec laquelle Macbeth a tué Duncan. Elle rappelle sans cesse comment Macbeth est devenu roi, en tant le personnage mais aussi le spectateur. Pour en finir avec la manière dont la mise en scène donne du sens, la composition des plans fait ressentir avec brio la tragédie, le poids du destin et le mal qui ronge les personnages. Plongée zénitale, cadre dans le cadre, transition fluide, une fois le mécanisme de la prophétie en marche, les personnages sont condamnés car rien ne peut arrêter le destin. Et voilà, dans cette vidéo j'ai pu vous vanter les mérites du dernier film de Joel Cohen. J'admire beaucoup le processus théorique du film qui adapte pour de vrai une pièce de théâtre au cinéma. Et ça vous prouve que, quand on le veut vraiment, on peut défendre un film qu'on n'a pas forcément apprécié en se penchant sur ses qualités bien réelles, à savoir ici sa réalisation, sa direction artistique et sa photographie. Un petit mot sur d'autres films qui adaptent de façon singulière le théâtre au cinéma, sans forcément être adaptés d'une pièce de théâtre, car Tragedy of Macbeth a sa manière bien à lui de garder l'esprit du théâtre avec une mise en scène cinématographique, mais d'autres films prouvent qu'on peut adapter le théâtre de manière différente. Je vous invite donc à aller voir les films d'Alfred Hitchcock, La Corde et Le Crime était presque parfait, To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch, The Father de Florian Zeller, et on me cite également dans l'oreillette d'autres films que je n'ai pas encore vus, comme l'adaptation de Macbeth par Orson Welles, les films de Lars von Trier, Dogville et Manderley, les adaptations de Shakespeare par Kenneth Branagh, et Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je ne suis pas mort, je fais peu de vidéos car YouTube est secondaire dans ma vie, mais abonnez-vous car je peux toujours en faire d'autres à l'avenir. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur une analyse comparative entre deux films, j'ai mis la vidéo de côté, mais qui sait, je peux la terminer. Mettez un commentaire et un like, ça me ferait super plaisir. C'est le meilleur moyen de m'encourager et récompenser mon travail qui me prend beaucoup de temps, surtout que je fais peu de vues. Et mettez la cloche pour être bien prévenu des futures vidéos, comme je ne poste que très peu, vous ne serez pas spam. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, ainsi que sur Letterboxd, pour voir mon avis sur tous les films que je vois et être au courant des sujets des prochaines vidéos. Lien dans la description. Encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à la prochaine.